C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qui dit ho ho ho. Voilà, je l'ai dit, c'est officiel. J'y ai pensé juste il y a un instant parce que je me disais que c'était le fun de partir ça. C'est le dernier épisode de l'année, c'est celui qui prépare le temps des fêtes, donc ça fitait de se présenter comme le Père Noël. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour, Monsieur McKenna, content de te voir, content de t'entendre faire ho ho ho, parce qu'on va parler un petit peu d'idées cadeaux à la fin, des idées de choses. Pourquoi Évidemment, pas? on veut Ben pas oui. vous inciter à consommer de façon abusive. Ça me fait toujours de la peine. Je sais pas si c'est le cas quand les gens disent ah toi tu me forces à acheter des affaires, puis j'aime pas ça. Non, j'essaie de vous informer. Si ça vous convient, si ça vous rend heureux, achetez-le. Ouais. Mais je suis pas. J'ai pas d'incitatif à vous faire acheter plus. On va remercier, parlant de nos partenaires 2024, TELUS et Plan Hub, Voilà. qui sont avec nous. Merci beaucoup de rendre cette balado possible. Et de quoi on va parler dans cet épisode? On va parler de Gemini 2.0. Oui, monsieur. Google qui lance ses agents intelligents. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ils arrivent, qui vont permettre de simplifier, entre autres, son magasinage. Peut-être pour ses courses de Noël en 2026. C'est l'intelligence artificielle qui va faire ça pour nous. Peut-être. J'ai déjà mentionné le mot en I, intelligence artificielle. On va en parler, évidemment. On n'a pas le choix. Ouais. Dans le... On va en parler plusieurs fois, en fait. Ben oui. Ben oui, on va en parler avec Apple Intelligence, qui est maintenant proposé aux Canadiens in English only. It is phenomenal technology. Parce que Yeah, I installed it right now, Ben oui. and it's kind of funny. La conduite autonome qui s'éloigne. Donc, on s'imagine que les voitures sans volant, ça s'en vient, mais non. Et encore plus de choses, évidemment. Voilà. Merci Pascal. On va partir ça avec nos espressos tech qu'on a un peu mélangés. C'est plus rendu des allongés de tech. Hein? On fait ça comme il faut dans ce mois de décembre. Il y a une petite neige dehors. Il faut comme prendre le temps de bien savourer une boisson chaude. Alors on en profite. On va vous présenter notre partenaire pour ce segment qui est InfoBref et qui est son InfoBref, excusez-moi, je fais un lapsus, qui est sa nouvelle infolettre mensuelle InfoBref Pro Techno. Si vous aimez la techno et que vous nous écoutez, c'est tout à fait naturel parce que c'est ça qu'on fait, on en parle, mais vous pouvez aussi en lire un peu plus dans l'infolettre d'InfoBref qui s'appelle Pro Techno, qui est mensuelle, qui est gratuite, qui se consulte facilement, aisément et agréablement, que ce soit pour le travail ou les loisirs, un peu plus, puis je vous chantais le segment. Vous pouvez vous abonner facilement en consultant le site infobref.com/Pro Techno. Et puisque vous y êtes, abonnez-vous à notre balado en passant. C'est comme un autre clic de plus à votre plateforme balado. Et tout le monde, je vous le dis, tout le monde va être content. C'est facile de même. C'est gratuit, c'est le fun et c'est rédigé par Maxime Johnson. Oui, c'est vrai, Maxime qui fait c'est ça exactement. Donc, semez le bonheur technologique autour de vous et abonnez-vous à tous ces beaux produits. Voilà. Abonnez pas des gens sans prévenir, par exemple. Non, ben là, abonnez pas les autres, abonnez-vous vous-même. Les autres, dites-leur, recommandez-leur, ils font ce qu'ils veulent. Ça va être un beau cadeau. Ben oui. Parlant de cadeaux, on parle de Projet Mariner, un agent intelligent de Google qui a été dévoilé là, dans toutes ces annonces liées à Gemini 2.0. Ben voilà, ben oui, ben c'est ça. C'est là. Et moi, j'ai appris un nouveau... Ben, c'est pas un nouveau mot, mais je l'ai comme... je l'ai pas adopté, mais c'est le mot qui était le mot-clé de cette présentation-là. C'est agentique. Parce que là, on veut créer une IA, Gemini 2.0, qui est axée vers les agents d'IA, les outils... Appelons ça les assistants spécialisés, donc qui effectuent une certaine tâche, mais qui la font sans bon sens. Et effectivement, parle-nous un peu de ça. Il y avait 3 trucs qui ont été présentés, dont le projet Mariner, qui est clairement... C'est celui qui a retenu le plus mon attention, parce que ça a été dévoilé par Google, ça a été développé par DeepMind. C'est un agent d'intelligence artificielle qui fonctionne via une extension de Chrome, qui permet de naviguer sur le web de façon autonome. C'est expérimental, mais c'est testé en ce moment. Qu'est-ce que ça permet de faire? C'est capable de contrôler le curseur, donc de naviguer sur le web, de cliquer où il faut pour remplir des formulaires, par exemple, de simuler des interactions humaines. C'est l'intelligence artificielle qui fait ça, là. Tu lui dis qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse et ça va naviguer sur le web pour toi. Ça va prendre des captures d'écran du navigateur, ça va les analyser via Gemini dans les nuages
et ça va générer des commandes de navigation. L'intelligence artificielle va travailler là-dedans. C'est limité à l'onglet actif de Chrome. Il faut donc que l'utilisateur observe ce qui se passe. On peut lire un livre en attendant, par exemple. C'est ça, on peut pas. Oui, on peut livrer. Oui, mais on peut pas ouvrir 4 onglets puis laisser l'assistant travailler. Il y a des protections, et ça, j'ai trouvé ça très drôle qu'il ait pensé à ça pour empêcher que des choses malicieuses se passent quand tu navigues. Tu pourrais tomber sur des trucs, des pièges, des choses comme des ça. Arnaques. Des faux arnaques, sites. C'est ça, des faux sites. Ils ont pensé à ça. Écoute, la performance serait spectaculaire. Il y aurait un taux de succès de 83,5% selon un outil qui s'appelle Web Voyager, qui permet c'est un benchmark pour un banc d'essai pour les tâches basées sur le web. Lorsque des démonstrations ont été faites, ça permet entre autres de remplir ton panier d'achat en ligne. Tu lui dis achète-moi des chaussettes en laine mérinos, idéalement en solde. Il va naviguer sur le web, il va mettre dans le panier les choses. Il y aurait un délai de 5 secondes entre les actions. Donc, il y a beaucoup de limites encore, c'est encore expérimental, ça va peut-être être instantané dans un futur très proche. Il y aurait un délai de 5 secondes entre les actions, donc la navigation se passe pas vite, s'il faut cliquer dans plusieurs pages, il faut cliquer, il y a plusieurs options pour entrer l'adresse, pour toutes sortes de choses comme ça. Ça peut pas finaliser les achats. Oui, non, ça ne paiera pas tant qu'on ne surveillera pas. Ben non, c'est ça, il va falloir approuver aussi, et ça ne peut pas accepter non plus les cookies, ni approuver les conditions d'utilisation. Fait que s'il y a des petits caractères, c'est pour ça qu'il faut rester attentif. C'est conçu pour éviter toutes les actions qui ont des conséquences juridiques ou financières. Donc, il faut que l'humain soit dans la boucle là-dedans quelque part. Je fais un parallèle avec la conduite assistée. Il y a beaucoup de véhicules, je vais en essayer un bientôt de Ford, puis on dit « Ah, tu as la conduite assistée qui est maintenant proposée. Il faut que tu gardes les yeux sur la route, mais tu peux lâcher le volant et l'auto va continuer d'avancer. » Je pense qu'on va être rendu, la prochaine étape des agents intelligents, ça va être de nous assister à naviguer sur le web. On devient le chef d'orchestre de ces outils-là. C'est ça. Fait que là, on pourrait éventuellement ouvrir 2 fenêtres en même temps et dire « OK, fais mes achats de Noël, va sur telle boutique, fais mon remboursement » et puis de travailler comme ça très, très vite. Évidemment, ça va complètement transformer la façon dont on va travailler avec le web. On va complètement, là, pourquoi on cliquerait à la mitaine? Puis j'imagine que les interfaces des sites dans un futur proche vont être adaptées. Optimisé pour les robots, pas pour les humains. Parce que les pauvres humains, on n'aurait plus à cliquer. Fait que ça va être optimisé pour les robots, puis... C'est pas tellement loin de ce qu'Alexa était dans la tête des gens d'Amazon quand c'était lancé. L'assistant de magasinage, ça devait être ça. Hey, achète-moi une paire de bas, puis là, ça partait, tu sais. Et là, c'est un peu ça que le projet Mariner fait. Il y a eu le projet Astra qui a été représenté, on l'avait déjà vu, c'est cette version mobile de Gemini qui... en fait, sert d'assistant numérique hyper intelligent, là, qui peut lire ce qu'on lui montre avec la caméra du téléphone, qui peut comprendre notre voix, qui peut voir où on est, les immeubles, tout ça, puis qui nous conseille des choses à faire ou à dire, ou peu importe. Et il y a un troisième truc qui a été présenté dans le cadre de Gemini 2.0, qui était Gemini pour les jeux vidéo. Oui. Ou alors, on met essentiellement son téléphone sur un petit socle qui regarde l'écran, on joue à des jeux vidéo. Puis c'est notre conseiller. Hey, tu devrais visiter telle place. Hey, tu devrais aller là. Hey, tu devrais ramasser tel objet. Et là, c'est comme tout d'un coup, c'est ton assistant pour ton walkthrough, tu sais, les fameux guides pas à pas qu'on voit sur les sites web, comment compléter le jeu. Puis là, on aurait, c'est ce que je disais dans mon texte sur la presse, c'est comme avoir un petit frère fatigant à côté de nous, là, qui dit « Hey, va donc là, touche là-dessus, clique ça, vas-y. » Comme « Hey, je peux-tu jouer? » On est rendu là, c'est ça. Dire qu'il y avait des guides papier à un moment donné qui permettaient de te guider. Là, il fallait que tu feuillettes, t'achetais ça là, comme un petit guide. Puis là, tu feuilletais page par page, puis ça te disait où aller dans les différents jeux vidéo. Je trouvais ça très, très flyé. C'est magique, la technologie. Ben oui, et tout ça pour aller beaucoup plus vite que, encore une fois, dans les années qui viennent, grâce à des percées dans l'intelligence artificielle à Bromont, près de chez nous, au Québec. Tu fais un bon lien. On n'arrête pas de parler du rôle du Québec dans l'intelligence artificielle et du rôle d'IBM Bromont là, dans l'Est, dans les cantons de l'Est, dans le monde du semi-conducteur. Là, on a un peu combiné les deux. IBM a des bureaux à Bromont et en a aussi, je pense qu'ils en ont en Albanie aux États-Unis, mais il y a cette espèce de corridor du semi-conducteur qui se forme là, entre le Québec et les États-Unis. Et les deux bureaux, les deux laboratoires d'IBM ont collaboré pour créer un nouveau connecteur
qui s'en va dans les centres de données et qui permettrait de couper de façon assez radicale là, l'énergie nécessaire pour entraîner des modèles de langage, mais aussi pour faire vivre des intelligences artificielles génératives. On remplace, et c'est ça que je disais dans mon texte, les gens de Vidéotron n'aimeront pas ça, mais on remplace du cuivre par de la fibre optique et pouf! On multiplie par 80 l'échange de données entre les GPU, donc les processeurs graphiques, qui sont essentiellement les calculateurs utilisés par l'IA génératrice, dans les centres de données. Donc, on accélère beaucoup le traitement de données. Donc, ça réduit de façon assez substantielle à la fois le temps d'attente et donc l'énergie consommée pour générer une réponse et faire du calcul au bout. On dit qu'on peut faire entraîner un modèle, ça prend quand même du temps. Là, on dit qu'on peut faire en 3 semaines ce qui prenait 3 mois à faire avant en termes d'entraînement. Donc, clairement, on multiplie de beaucoup et on coupe donc par conséquent, faites le calcul aussi les besoins énergétiques. On dit souvent que les centres de données et l'IA sont extrêmement énergivores. Effectivement, ça a un impact plus loin sur la question des émissions polluantes et tout le reste. Et là, ben, si on améliore de 30, 40, 50% les centres de données, ben, on réduit d'autant leur impact sur l'environnement, et ça, c'est bien. C'est en adoptant cette technologie-là dans un centre de données typique, le bénéfice, c'est l'équivalent de retirer de la route c'est l'équivalent de retirer du réseau électrique, l'équivalent de 5000 maisons. C'est la consommation énergétique de 5000 maisons qui est épargnée avec cette technologie-là par centre de données qui l'adopte. Donc, j'ai hâte de voir comment IBM va vendre ça. Mais c'est sûr qu'il y a des entreprises, des gestionnaires, des opérateurs de centres de données qui doivent regarder ça très attentivement parce que c'est une question de sous. L'électricité, au Québec, on s'en rend moins compte, mais ça coûte très cher pour ces centres-là. Donc voilà une belle percée. Et ça, mesdames et messieurs, ça vient de Bromont. Donc bravo à Bromont. Bravo, Bromont. Yes. Bravo, comme Bromont. On dit dans d'autres langues, bravo, Bromont. C'est ça? Ouais. On est allé à la même place. Un espresso de tech tout simple, Duolingo, que j'ai utilisé pour me préparer à mes vacances au Mexique. On apprend en 2024 que les langues les plus étudiées avec Duolingo, l'anglais, l'espagnol et le français. Je pense pas qu'il y a de surprise extraordinaire là-dedans. Ce qui m'a surpris, c'est qu'au Québec, au Canada, c'est le français qui est étudié le plus. Donc, les Canadiens étudient. On devrait l'étudier un peu plus fort, ben oui. Peut-être, ouais, c'était la note politique que je voulais amener là. Aux États-Unis, la deuxième langue la plus étudiée, c'est l'espagnol. Encore une fois, c'est très particulier. Je vais me permettre de faire un commentaire éditorial sur Duolingo. Est-ce que je peux, Alain? Ben, lâche-moi lousse, ben oui. 70 jours d'utilisation de Duolingo. Il y a beaucoup de ludification. Tu as des bonus si tu étudies le matin, des bonus si tu étudies le soir, l'après-midi. Si on te relance à chaque jour, tu as des séries, tu as des objectifs, tu peux t'associer avec des amis. 70 jours de Duolingo. Je sais toujours pas compter jusqu'à 10 en espagnol. Ah, mon Dieu! C'est assez capoté. Et là, tu te dis, c'est quelque chose que tu apprends habituellement dans les 2 premières semaines de cours. Ben, les chiffres, ben oui, c'est la moindre des choses. La moindre des choses. Puis oui, je les connais, mais je les ai pas appris par Duolingo. Je pense que j'ai appris 5. J'ai appris 1. Est-ce que ça prend pour acquis que tu le savais déjà ou est-ce qu'ils ont juste pas passé par ça? Je pense que la méthode est basée sur l'intuition. C'est 100% intuitif. Donc, tu as 0 grammaire, tu as 0 point de mémorisation à faire. Tu sais, pas des fois dans des cours, là, bon, voici la table des verbes présents, masculin, féminin, et t'as rien de ça dans Duolingo. Tu peux pas choisir ton champ lexical. Tu peux pas choisir qu'est-ce que tu veux faire avec Duolingo. Ça, c'est extrêmement frustrant parce que moi, le mot corbata, cravate, j'en ai pas besoin en espagnol. Je m'en vais dans un resort, je veux savoir comment commander des huevos, des œufs. C'est pas mal ça, mais j'ai pas appris le verbe pour commander quelque chose. T'es très limité dans ton champ lexical. J'aurais aimé pouvoir dire, je m'en vais en vacances au Mexique, voici les mots. Écoute, le nombre de fois qu'on te répète le mot sombrero pour chapeau, je suis comme, voyons, m'en est revenez-en, corbata. Tu peux commander 5 cravates, mais tu peux pas commander d'œufs. Je peux commander de la cerveza, je peux commander du vino tinto. Je pense qu'on peut même pas, j'ai même pas appris comment commander du vin rouge. Je connais rojo, rouge, mais pas vino tinto. Tu sais, t'es comme, voyons, 70 jours. Et
l'autre affaire qui m'a fatigué le plus avec Duolingo, je suis vraiment dans le commentaire, la digression Ben éditoriale. oui. J'ai trouvé qu'à plusieurs reprises, les indices étaient insuffisants pour traduire ce qui était donné. Tu avais, des expressions, par exemple, pour dire bonjour, comment ça va? Puis là, tu tapes bonjour, comment ça va? Puis c'est salut, qu'est-ce que tu. Il y avait des drôles tu as des indices, tu peux cliquer sur les mots en espagnol pour avoir la version française. Fait que là, tu dis, on va prendre la version française qu'ils me proposent, plus l'autre version française qu'ils me proposent, puis ça va faire l'expression qu'ils veulent. Mais ils te proposent une toute autre expression en espagnol pour dire la même chose. Là, je me dis, mais attends un peu, c'est une expression. Duolingo, c'est mature, là. C'est pas une Ça fait longtemps que ça existe. Ben non, c'est ça, exact. Longtemps que ça existe. Fait que comment ça se fait que dans les solutions, c'est arrivé qu'il y avait des mots en espagnol qui apparaissaient en français? Là, tu vas, voyons, j'essaie de traduire un mot avec et des sons qu'on ne pouvait pas entendre. J'ai été très déçu. Et encore plus déçu quand j'ai vu que tu as un abonnement familial. Si tu veux réussir à faire tes leçons sans te faire éliminer parce que tu as trop fait d'erreurs, tu dois payer. Je me suis dit, écoute, je vais le faire avec ma blonde, oui. je vais le faire avec c'est le fils de ma blonde, on va le faire en famille. C'est 140 par année d'un coup. C'est pas un montant mensuel. Mm-hmm. Moi, je me dis, OK, 140 par année, puis j'annulerai après 3 mois. 140$ facturé d'un coup. Paf. Comme... Ouais, c'est pas un cours d'école, hein? C'est clairement pas... C'est ça. Puis j'ai un biais là-dessus qui est en cours, là, mais c'est grosso modo la ludification avant l'apprentissage. Là. On met tellement de l'avant la ludification qu'on pense pas à des objectifs d'apprentissage concrets. Quelqu'un qui serait plus sérieux, oui, c'est ça, dans sa volonté d'apprendre. Ce que tu veux, c'est garder le monde le plus longtemps sur Duolingo. Tu veux pas vraiment qu'ils apprennent l'espagnol. C'est ça qui qu'ils apprennent, mais pas trop vite. Ben oui, puis qu'ils te donnent plein d'argent. Ben non, parce que sinon, dès que tu apprends l'espagnol, tu n'as plus besoin de Duolingo. Ce serait bien bête de dire aux gens, voici, on vous en donne plus que ce qu'il faut pour votre argent. C'était mon point de vue éditorial. Voilà. Merci Pascal. On va partir dans une autre direction. On va parler de l'Apple Watch. Il y a des rumeurs à l'effet que la prochaine, c'est un peu, en fait, c'est facile de le déduire. La prochaine Apple Watch Ultra aurait la même capacité de se connecter au satellite que les plus récents iPhones. Et donc, on pourrait envoyer des textos directement de sa montre à travers les réseaux satellites. Ça peut être pratique pour les gens qui partent en ultramarathon sans téléphone dans le fin fond des montagnes et des bois. On prédit aussi qu'il va y avoir un outil pour qualifier, détecter, analyser, calculer la pression sanguine, donc quelque chose de plus au niveau de la biométrie. On pousse fort chez Apple pour positionner cet outil-là comme un outil de santé et d'exercice. Donc clairement, on va dans l'extrême avec l'Ultra, qui est la version la plus équipée de la montre. J'ai hâte de voir. Ce serait, j'imagine qu'il n'y aura pas grand d'autres changements au niveau visuel et pour tout le reste, mais déjà d'avoir cette capacité d'être connecté à des satellites sur sa montre, écoute, c'est drôle parce que dans l'actualité récemment, il y a plein de gens qui se perdent en forêt ces jours-ci. Et tu te dis, peut-être qu'avoir un moyen de se connecter à des satellites qui sont partout autour de la planète, effectivement, ça va éviter des fins tragiques pour bien des gens. Si ça rend les gens plus téméraires, c'est une autre conversation, mais quand même, si ça sauve des vies éventuellement, ce sera tant mieux. Ça va être à suivre. De toute façon, la prochaine Apple Watch ne sera pas lancée avant l'automne prochain, donc on aura l'occasion de revoir les autres rumeurs et voir si celle-là persiste. À suivre. Parle-nous donc de voitures, Pascal. Oui, c'est vraiment pas mon domaine, les voitures. C'est un moyen pour me déplacer. C'est pour ça que je rêve toujours d'avoir un jour des autos autonomes qui vont circuler partout, des autos qui pourraient ne pas avoir de volant, donc tu embarques dedans, tu te fais emmener où tu veux. Mais le rêve se reporte dans le futur un peu. Ça fait 10 ans qu'on nous promet que c'est pour les 5 prochaines années. Il y a GM qui cesse d'investir dans Cruise, son service de robot-taxi, après plus de 10 milliards de dollars d'investissement, dont 2 milliards de dollars cette année. C'est une grosse nouvelle parce que c'était gros, Cruise. C'était déjà sur la route en Californie. Ils ont eu des pépins l'année dernière. Ils commençaient ça, c'est pas. Ils ont réalisé qu'il n'y avait pas vraiment de façon de rentabiliser l'aventure. Quand tu investis autant, tu dois avoir des revenus, puis il faut que tu lances une flotte de robots-taxis, puis. La promesse de ces outils-là, c'est de vendre moins de voitures parce que si tu peux, avec moins de véhicules, satisfaire plus de gens,
t'as moins de véhicules à vendre, puis ça va à l'encontre du modèle d'affaires de GM à la base, qui est de vendre de plus en plus de chars. Donc, c'est logique pour plein de raisons, sauf pour une entreprise comme General Motors. Donc, c'est un peu logique qu'ils mettent la fin à ce projet-là. C'est dommage, parce que, tu sais, au niveau comment je te dirais, du bien-être sociétal, d'avoir un modèle de rentabilité pour des autos autonomes, comme tu le dis, pourrait diminuer le nombre de véhicules sur la route, le nombre d'accidents, le besoin de stationnement, parce que tu pourrais ramener les voitures, les faire circuler à différents endroits. Il y a le projet de Titan d'Apple qui a aussi été abandonné, qui visait aussi une auto autonome pour cette année, l'an prochain. Ça fait longtemps là-dessus. Ce que j'ai appris, je le savais pas, sûrement tu le savais toi, qui travaillait avec des Bolt de Chevrolet comme véhicule, mais il devait lancer Origin, un véhicule qui était 100% sans volant. Ce projet-là a été abandonné cet été. Ouais. Ça va pas vite, la voiture autonome, ça stagne. Et pourtant, il y a Tesla qui veut lancer son robot taxi prochainement. Il y a Mercedes qui l'essaie en Europe. Il y a Google qui continue. Il y a quelques entreprises en Californie qui le font. Mais on est encore au stade très préliminaire parce qu'effectivement, on peine à passer le stade où la voiture n'a plus besoin de volant. C'est là où ça accroche parce qu'il y a plein de situations sur la route où le système ne sait pas quoi faire, gèle, empire la situation. Et ces véhicules-là, qui en principe devraient décongestionner les routes, provoquent plus de congestion aussi. Et ça cause un problème à plein de monde. Bref. Je pense qu'on en a parlé la semaine dernière. Shipmas chez OpenAI a lieu en ce moment. C'est les 12 jours de Noël, ou en tout cas des 12 journées pendant lesquelles OpenAI veut présenter des nouveautés. Et on soupçonnait, et c'est arrivé, c'est ça la nouveauté, que l'outil de génération de vidéos à partir de texte Sora serait lancé. Et c'est officiel, le Sora AI est ouvert au public. Il faut évidemment être abonné à ChatGPT Plus ou ChatGPT Pro pour y avoir accès. C'est pas officiel, c'est-à-dire c'est pas accessible dans tous les pays, mais ce l'est ici, ce l'est aux États-Unis, ce l'est dans plusieurs marchés. En fait, je l'ai ici, je suis pas certain, il faudrait que je vérifie parce que je réalise que j'étais connecté à un VPN américain. Donc peut-être que on sait que les entreprises d'IA n'aiment pas les marchés où il y a un encadrement légal, et ici, il était question qu'il y en ait un, mais il me semble que ça devrait être accessible ici. Bref, je ne vais pas passer une demi-heure à tergiverser sur la question, mais Sora, c'est quand même tout un outil. Hein. Vous donnez un petit peu de texte, produire une vidéo, c'est pas une vidéo très longue. On pourra par exemple tricher un peu en fusionnant au moins 2 vidéos ensemble pour créer une vidéo plus longue. L'idée, c'est ce qu'on sent, en tout cas chez OpenAI, c'est de créer un outil pour les créateurs de contenu, donc les gens qui font du contenu pour les réseaux sociaux et les entreprises qui font des campagnes sociales, qui ont besoin d'un petit vidéo, un petit visuel pour appuyer ça. Donc, les gens qui vous demandent de like and subscribe, là, de les aimer et de vous abonner sur TikTok, qui risquent de vouloir encore plus vous demander ça avec des faux vidéos maintenant. Donc, on verra où ça nous mène, mais il y a beaucoup de... Ça se chauffe dans ce créneau-là, parce que Google, avec VO, regardez plus du côté de la création artistique avec des directeurs, des musiciens, des choses comme ça. Là, on est dans des influenceurs. Il y a quelques autres services du genre aussi qui poussent dans la vidéo générée par intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu, Pascal, tu l'as certainement vu, Donald Trump, sur ses comptes sociaux, ne fait que de la génération d'images. Donc, c'est que des fausses images. Donc, on sait que ça va jusque dans la communication politique, ces outils-là. Donc, de plus en plus, il va être difficile de distinguer le généré artificiel du généré véridique, authentique. Oui, ça va devenir difficile. Oui, j'ai vu un clip vidéo d'un groupe de rap où il y avait des images de Donald Trump qui fumait un gros joint, Macron qui se promenait en tricycle, toutes sortes d'images où les Elon Musk se faisait plein de trucs. Et bientôt en vidéo. Et c'était en vidéo. C'était en vidéo que j'ai vu ça dans le vidéoclip de rap. C'était, encore une fois, ça me semblait flagrant que c'était pas des vraies personnes, mais on était proche de la réalité. Ben voilà, c'est ça. C'est qu'on est parti de rien, puis on a ça. Là. Imagine la prochaine génération, ça va être fou. Là. C'est fou. Puis je pense que ça va être très, très utilisé pour faire des plans de coupe dans les vidéos. Tu sais, t'as des influenceurs, là. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment acheter. Puis là, t'as quelqu'un qui fait un signe de dollar avec ses doigts. Voilà. Là, je vais vous montrer comment chercher quelque chose. Puis là, t'as quelqu'un qui regarde avec une loupe. Tout ce genre de vidéos débiles-là, je pense que ça va être encore plus facile de générer ces petits segments. Ben voilà, ben oui. Et les enchaîner pour faire des vidéos. Enfin.
Je trouve ça particulier. Parlant d'intelligence artificielle. Bien sûr, ça on est sur une lancée. On aimerait ça parler d'autre chose, mais c'est l'actualité. Je sais pas si tu as vu ça, c'est Google qui va permettre de détecter les fraudeurs. On en a déjà parlé, j'ai comme un trou de mémoire là-dessus. Ça ressemble à ce que le filtre d'appel des pixels, en tout cas. Exactement, mais là, qui va se déclencher quand on reçoit un appel d'un numéro masqué qui va analyser les conversations pour voir, entre autres, si on nous demande des virements. Si c'est un appel de ta banque ou si le fraudeur a simulé le numéro de ta banque, il démarrera pas cette analyse-là, mais Google va localement, dans ton téléphone, analyser et va détecter ce qui pourrait être des signes de fraude. Ça pourrait commencer dès 2025 sur les pixels d'abord, évidemment. Ce serait évidemment probablement aux États-Unis. Ensuite, en anglais. Dans d'autres langues, sur d'autres appareils Android, mais cette fonction-là pourrait peut-être sauver beaucoup d'argent à des personnes ben oui, susceptibles de se faire leurrer, nécessairement. Plus âgées, téléphone sonne, on ne sait pas c'est qui, hey, c'est votre fille, là, je vais envoyer de l'argent, là, pip, pip, le petit système qui déclenche. Ben oui, alerte. Bon point. Voilà, on va essayer ça. Hey, on va sortir d'intelligence artificielle pour parler d'informatique quantique. On est presque dans le même rayon. Un peu plus, c'est la science-fiction, mais c'est une grosse percée quand même, et c'est étonnant la réaction de tout le monde autour qui n'est pas nécessairement dans la technologie, mais Google a présenté hier une nouvelle puce dédiée à l'informatique quantique qui s'appelle Willow, qui est une puce qui... écoute, ce serait une révolution si c'est le cas. C'est une puce qui a été présentée, qui est composée de qubits, et qui serait capable de résoudre en 5 minutes un problème mathématique qui normalement prendrait toute l'histoire de l'informatique en termes de temps là, pour être résolu sur un ordinateur classique, conventionnel. Donc déjà, la promesse est élevée, la barre est très haute, et on dit que cette puce-là, qui tient dans une main, là, c'est gros comme une carte d'affaires à peu près, aurait comme autre particularité évidemment d'empiler les qubits, n'est-ce pas, qui sont les unités de base dans l'informatique quantique. Et normalement, quand on empile les qubits, on accroît le risque d'erreur dans les calculs. Et là, on a trouvé une façon, et c'est ça la magie de la patente, c'est qu'on a créé une technique qui, plus qu'on ajoute de qubits sur la puce Willow, moins qu'elle fait d'erreurs, plus qu'elle se corrige, plus qu'elle corrige en temps réel ce qu'elle fait comme calcul. Donc, qui finirait par être exactement ce qu'on espérait depuis longtemps pour amener dans le vrai monde l'informatique quantique. C'est drôle parce que dans cette présentation-là, on dit ça, c'est révolutionnaire, tatati, on va vraiment révolutionner et changer l'univers. Et là, je regardais en bourse parce que c'est une façon de voir comment le reste de l'univers réagit à part le monde des technos. L'action de Google a bondi sur la nouvelle de 5% pour une entreprise qui vaut des milliers de milliards de dollars, c'est quand même pas rien. Donc, c'est une percée qui semble aller chercher même un public plus large. Et la première chose qu'on dit chez Google, c'est malheureusement, il n'y a aucune application pour notre puce. Parce qu'évidemment, il n'existe absolument pas d'informatique quantique accessible en ce moment de cette façon-là. On ne peut pas dire, ben voilà, lançons un ordinateur quantique, c'est réglé. Mettons Google, Android là-dessus, et pouf, on est mais non, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on peut enfin créer un matériel qui nous permettrait d'anticiper un jour l'espèce de prochaine étape qui nous mènerait à des révolutions, entre autres choses, une amélioration de la puissance de calcul en recherche médicale pour simuler des molécules, des jumelages de molécules, pour trouver des médicaments plus rapidement pour traiter des maladies complexes, le Parkinson, le cancer, et ainsi de suite. Ensuite, on dit on pourrait aller plus loin aussi du côté des matériaux en créant des nouveaux alliages à partir de la simulation, justement grâce à l'informatique quantique, parce que là, on peut, avec une puissance de calcul impossible, on peut faire des choses incroyables. Et on dit aussi que, parce qu'évidemment, il faut en parler, on pourrait entraîner des modèles de langage en un éclair, créer des intelligences artificielles super intelligentes et enfin rentrer dans cette espèce de nouvel univers où tout est plus meilleur. Je sais pas comment dire. Fait qu'on présente tout ça, puis on dit, malheureusement, on peut pas le faire encore. Fait qu'on verra si un jour on y arrive, mais on vient de franchir une étape dans cette direction-là. Et c'est une puce qui s'appelle Willow, qui est toute simple, qui a été présentée hier, et qui... j'ai hâte de voir la suite des choses, parce que Google pousse fort. C'est moins apparent parce qu'ils en parlent moins, mais dans l'informatique quantique. Et il y a aussi du quantique ici au Québec, notamment autour de l'Université de Sherbrooke, aussi dans les cantons de l'Est, avec IBM, entre autres. Et tout ça, éventuellement, va finir par débloquer. On sent qu'on s'approche d'un moment charnière dans ce créneau-là. Et là, on a une puce qui pourrait, j'imagine, accélérer le développement d'ordinateurs quantiques. Donc, à suivre, mais quand même un pas dans la direction... on fait un pas vers le futur, je veux dire ça comme ça.
J'aime comment on présente tous les côtés positifs de l'informatique quantique, alors qu'on parle pas, par exemple, que les ordinateurs les plus puissants, c'est pour simuler des bombes atomiques, ou encore pour décoder des messages codés. On parle pas effectivement de la... Tous les bouts de passe deviennent inutiles à partir du jour où c'est lancé. Ça va être très difficile, en tout cas, de ne pas cibler plus précisément. Mais bon, ça va changer, encore une fois, le monde en mieux. On va parler d'Apple Intelligence au Canada. Donc, on ne parle pas d'intelligence artificielle, parce que c'est Apple Intelligence. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une affaire, mais complètement différente, qui fait exactement la même chose avec ChatGPT en arrière-scène, mais ce n'est pas la même chose. C'est Apple Intelligence trademark. Pour l'instant, c'est disponible au Canada. C'était disponible aux États-Unis. C'est disponible au Canada. Je l'ai installé sur mon Mac. En anglais. C'est important de le dire. Son Mac en anglais. Ouais. Voilà. J'ai été un peu surpris. Je m'attendais à ce que ce soit plus smooth comme installation. Il faut vraiment préparer son intelligence. Il faut approuver un paquet de clics et entre autres des options comme Image Playground qui permet de générer des images, des trucs comme ça. Il faut l'installer. Il faut approuver, il faut faire OK, ça télécharge, puis ça te dit « Hey, on va te prévenir quand c'est prêt. » C'est extrêmement préliminaire. Même Image Playground, qui est une application à part pour générer des images, fonctionne à partir d'éléments de base qui sont nécessaires. Il faut prendre toujours la photo d'une personne, puis ajouter des trucs, puis c'est... Moi, je veux dire, j'ai joué avec pendant, de nombreuses minutes, puis j'ai jamais réussi à obtenir un résultat satisfaisant dans toutes les espèces d'images que j'ai essayé de générer. Donc, il est encore très, très tôt dans ce filon-là pour Apple, qui veut probablement éviter les dérapages, justement. Donc, il va avec une extrême prudence, qui ne veut pas rater le bateau, mais qui en fait très peu à la fois. Parce qu'on peut aussi générer de la résumé de texte dans des courriels, résumer plein de notifications et tout ça. Mais c'est encore très tôt. Aide à la rédaction, améliorer des photos. Et évidemment, avec Image Playground, tout ça, c'est marqué bêta partout encore. Bien hâte de voir ça. L'Image Playground, là, ça vient de s'installer sur le Mac. Là, je pensais pouvoir travailler dessus. Ça quittait. Donc, je continue. Je vais pouvoir essayer ça au cours. Donc, essayez ça. C'est un beau cadeau de Noël pour le temps des fêtes. Écoute, c'est pas un game changer. C'est pas pour ça que vous allez acheter un nouvel iPhone, je vais le dire comme ça, mais on a l'impression que quand ça va bien marcher, ça va être le fun, ou ça va être utile un peu, mais c'est pas la révolution tant attendue par bien des gens. Il y a un truc pour finir, je vais en parler parce que j'ai les ai sous la main, j'ai pas eu le temps de les essayer encore parce que j'ai eu comme plein d'autres affaires à faire, mais la compagnie québécoise soundsgood.ca qui vend des écouteurs depuis quelques années, depuis 5 ans, en fait, fête justement son 5e anniversaire cette année et vient de lancer des écouteurs, un casque d'écoute comme ça, le SG Session, qui coûte 100$. Je l'ai essayé 30 secondes et je vous dis, ça a l'air de valoir vraiment au moins 100$. Donc, je pense que si vous cherchez des écouteurs pour Noël, pour un enfant, pour un ami, pour n'importe qui, et que ça ne vous tente pas de payer le 600$ d'un gros casque, là, écoute, 100$ pour ce casque-là, vous le regretterez pas s'ils sont encore disponibles parce qu'ils viennent d'arriver dans les entrepôts de SoundsGood. SoundsGood, c'est un site web, .ca, n'est-ce pas? Ça ressemble beaucoup à il joue l'approche très dropshipping, donc on a l'impression que ça pourrait être n'importe quelle entreprise, sauf que c'est des gens du Québec, et si vous leur envoyez un message, vous contactez le soutien technique ou le support à la clientèle, ce sont des humains derrière qui vous répondent, qui sont du Québec. Donc ça, c'est la partie intéressante. Tout le monde va fabriquer ses gadgets en Chine, donc ça n'en sort pas, eux aussi. Mais au moins, cette entreprise d'ici, ils ont un beau succès. Ils ont un beau succès avec leurs premiers petits écouteurs boutons, et là, ils lancent ce casque-là. Ils ont aussi une enceinte, je ne l'ai pas sous la main, une enceinte Bluetooth qui s'appelle Ballade, qui elle aussi coûte pas très cher et qui fait un son qui me semblait tout à fait correct. Là, elle aussi, je l'ai essayé 30 secondes. Mais je voulais en parler avant Noël. Si vous cherchez un petit casque Bluetooth ou une enceinte... On parlait de suggestion cadeau, la Ballade, 90$, qui ressemble beaucoup aux Pills de Beat. Ils ont tous à peu près la même forme. Il est un petit peu plus petit, peut-être. Mais écoute, allez voir ça, soundsgood.ca, sérieusement, si vous cherchez des cadeaux de Noël de façon dans le créneau d'électronique. Ces écouteurs-là, ils viennent avec une annulation de bruit qui fait la job. Tu sais, pour un jeune, un adolescent qui prend beaucoup d'autobus, ou un adulte, en fait, mais quelqu'un qui prend beaucoup d'autobus, qui n'a pas besoin d'un bidule qui coûte trop cher. Rétractable, se range dans un sac, 60 heures de batterie, c'est comme une fiche technique extrêmement convaincante pour le prix. Donc allez voir ça, soundsgood.ca.
Sur ce, après une petite pause, parce qu'on va revenir avec notre deuxième segment. On va parler de... Toi, Pascal, tu as quelques suggestions pour Noël. Moi, j'ai retrouvé un téléphone dont je ne peux pas vous parler la semaine dernière parce que je l'avais oublié, le Motorola Razr. Téléphone pliable. Donc, des suggestions. Et oui, restez avec nous parce qu'il y a des suggestions qui vont vous surprendre. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. Je m'excuse pour la finale du segment d'avant. D'habitude, quand on utilisait notre ancien outil d'enregistrement, il y avait 2 boutons. Un pour dire « OK, je suis prêt à arrêter » et ensuite le deuxième bouton pour dire « J'arrête ». Lui, il y a juste un bouton, c'est « J'arrête ». Fait que là, je finissais ma phrase tranquillement, puis j'ai appuyé sur le bouton en attendant l'espèce de petit menu surgissant qui n'est jamais apparu, mais qui a coupé la vidéo. Donc, j'ai fini ça un peu sec. Je m'en excuse et ce sont des choses qui arrivent. Mais là, j'avais pas le goût de réenregistrer le segment parce que je suis paresseux de même. Fait que vivez avec, je suis désolé. Abonnez-vous, ne m'envoyez pas de messages de bêtises, l'erreur est humaine et tout ce genre de choses, mais à coup de pas. Mais pour compenser, Pascal va nous présenter un gadget de plus que d'habitude. Ben oui. Non, ben j'en ai deux trucs le fun. Le gars, il n'y a pas de gadget, les yeux ronds comme des... Oui, j'ai des petites bébelles le fun. J'ai décidé de mettre de la techno sous mon sapin de Noël. Voilà. Et il y a Fuji qui m'a écrit pour dire qu'ils font des... comment on appelle ça? Des ornements de Noël qui sentent bon. Louis Lacroix. Et là, c'est Louis Lacroix que j'ai en forme de cœur. J'ai chronique au 98.5, fait que je prépare. J'en ai fait une avec ma blonde, j'en ai fait une avec les enfants de ma blonde pour ma blonde. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces petits ornements de Noël-là? Ben, premièrement, ils sont en forme de cœur. Faut pas gâcher le punch. Si Louis écoute, désolé, le punch est gâché. Mais ils sont faits pour qu'on les parfume avec le parfum de son choix. Il était dans la description, il était marqué des ornements de Noël qui sentent bon. Je m'attendais à ce que ça sente quelque chose. Non, c'est conçu pour qu'on ajoute notre propre parfum. Ah, parce que Louis Lacroix sent peut-être pas bon, on ne le sait pas. Il est en studio. Écoute, d'expérience, j'ai pas eu de rien de négatif là-dessus. Je me déplace en studio et j'ai pas trouvé ça. Ça coûte, j'ai trouvé ça drôle parce que sur le site de Fuji, ils sont 3 pour 10$. On prend la photo de son choix, on décide les photos qu'on veut, ils en font 3, donc les 3 enfants, les 3 neveux, les 3 cousins, à 3 pour 10$, là, vraiment pas très cher, ça fait une petite surprise dans son sapin. Bah. J'ai un doute que ça sera peut-être pas livré avant le 24, mais peut-être pour le premier. Faites ça vite, dans un bas de jour de l'an, ben oui. Et je vous montre un autre truc. Et celui-là, vraiment, m'a impressionné beaucoup. J'ai vu ça sur le... Tu sais, des fois, tu navigues sur Internet, puis il est tard, puis tu sais, il faut quelque chose. Tu dis, ah, c'est bien cool, cette affaire-là. C'est sur le site Soulfield. Merci, Alain. Des fois, ma prononciation est là. Qu'est-ce que c'est? Écoute, ça reproduit un lecteur de musique. T'en as un qui ressemble à un iPod, t'en as un qui ressemble à un lecteur de musique, et tu peux mettre la photo de ton choix, encore une fois, et tu as un petit bouton, et tu peux jouer la musique de ton choix avec. Il y a juste une chanson? Il y a une chanson dedans, et ça reproduit le titre et le nom de la chanson sur la description, ceux qui nous regardent sur YouTube. Ah, c'est rigolo, ça. Un petit peu, ben oui. Pour voir ma blonde en même temps. Donc, on a le titre de la chanson, et ça donne que cette chanson-là, on est allé voir le concert. Et on a écouté cette chanson-là dans le concert, puis c'est la photo qu'on a prise pendant la chanson. Fait qu'on trouvait ça très concept. On peut prendre la chanson préférée. T'as des enfants qui arrêtent pas de chanter, et quand ils pètent, ils trouvent son slip. Tu mets la chanson, la photo de l'enfant, tu l'humilies le reste de sa vie. Ça se colle au frigo. c'est bien atroce comme idée cadeau. C'était vraiment drôle. Non, mais c'est vraiment drôle. Tu colles ça au frigo et c'est super festif. Tu sais, la chanson préférée de grand-papa, la chanson préférée de maman. Tu mets ça sur le frigo, une belle photo qui rappelle un beau moment. Ça coûte environ $25 canadiens, $25 US avec les c'est pas loin de 40 canadiens. Ouais. C'est presque $40 canadiens, mais si tu en achètes 2, 3, tu as des rabais. Attention au surcoût sur le site Soulfield, tu as un paquet, écoute, tu as entre autres un pourboire pour encourager l'équipe. Je dis, voyons, c'est quoi ce 5$? Hey boy! Tu avais $5 de plus pour que ta commande soit traitée en premier. Je dis, attends un peu, je vais pas payer $5 de plus. À un moment donné. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Fait que t'enlèves les frais comme ça, t'arrives à quelque chose, mais j'ai été agréablement surpris du résultat. Tu peux choisir la couleur, le look. Soulfield, des petits lecteurs de musique portable avec une chanson dedans. Très joli comme résultat. Ça fait un petit wow dans mon cœur. Voilà. Je parle de mon plus gros morceau qui permet de prendre des photos.
Ta-ta-ta. Veux-tu parler de ton téléphone Razer? Ben, certainement. Un bon vieux téléphone à poche, comme on disait dans le temps. En fait, c'est pas vrai. C'est un téléphone à clapet, c'est un téléphone rabattable ou pliable, comme on dit, parce que faut être dans l'air du temps. Comme le Z Flip chez Samsung, entre autres le Galaxy Z, là, qui est rabattable comme ça. À l'exception que celui-là est pas cher. Et pas cher, c'est relatif, parce que c'est quand même des téléphones qui coûtent cher. Celui-là, il était 1300 $. Il a été rabaissé à 1100 $ pendant la période des fêtes. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est le Razer Plus 2024. Il existe encore le Razer 2023 qui a la particularité principale, c'est que l'écran sur la partie rabattue est un petit peu plus étroit, qui est seulement 500 $. Donc, si vous cherchez un téléphone compact, si le dernier cri technologique n'est pas votre affaire, mais que vous aimez le concept d'un téléphone qui se replie comme ça, le Razer de base à 500 $ est pas mal cool. Et lui, à 1100 $, c'est un milieu de gamme qui se transporte très bien et va satisfaire les gens qui, justement, aiment, n'ont pas toujours la face dans leur téléphone, mais aiment une petite alerte rapide, essentielle souvent dans leur poche. Ça se transporte très bien. L'écran extérieur, en fait, je vais commencer par l'écran intérieur, c'est un écran OLED. Donc, en partant, c'est un bel affichage, 6,9 pouces. Évidemment, très étroit, très vertical. Ça se tient très bien comme téléphone parce qu'il y a exactement la bonne dimension pour se le mettre sur le bord de la face, pour le dire très poliment. Vous pouvez évidemment le jumeler à des écouteurs et ça règle la question, mais bel écran, 165 Hz de taux de rafraîchissement, donc quelque chose de très bien pour de la vidéo, pour du jeu vidéo. Et si vous le rabattez, vous avez quand même l'écran externe, toute la surface avant, sauf les deux petites caméras. Est un écran, en fait. Et ça fait 3,6 pouces, un peu plus carré. Ça permet d'afficher des notifications. On peut faire plein de trucs, là. On peut passer ces notifications, on peut aller chercher des applications. Il y a des widgets. On peut jouer de la musique. On peut contrôler des choses. Donc, on peut l'utiliser sans avoir à l'ouvrir. Et c'est juste assez difficile de le faire pour pas que ça se fasse tout seul dans votre poche pendant que vous faites autre chose. Donc, on risque d'éviter les faux coups. Mais si vous regardez, que vous voyez qu'il y a une icône là qui est l'icône Gemini, vous pouvez l'utiliser facilement en écran fermé, activer un assistant d'intelligence artificielle qui est installé, que ce soit Gemini qui vient avec Android ou que ce soit ChatGPT ou un autre, Perplexity, pourquoi pas. Et vous avez un petit assistant mini dans votre poche qui fait comme le travail d'un gros assistant. Alors, c'est quand même assez le fun de ce point de vue-là. Moi, j'aime beaucoup le concept. Vous savez, les téléphones pliables, on en a qui se plient dans l'autre sens, là, qui font un peu comme un livre, une tablette et un gros téléphone. Ce format-là, je le trouve plus le fun parce qu'il va chercher un besoin d'avoir un téléphone de poche ensuite on l'utilise normalement. Et je trouve que c'est une meilleure application de la technologie d'écran pliable. C'est à vous de voir. C'est un téléphone qui coûte un peu moins cher parce que sa technologie n'est pas la plus récente ni la plus performante. Le processeur en dessous de ça, c'est un Snapdragon 8 Plus génération 1. On est rendu à la génération 3, je pense, dans les téléphones les plus récents chez Samsung et ailleurs. Donc, c'est pas le plus récent, mais c'est quand même 5-6 ans de fonctionnement devant vous sans trop de problèmes. Là, faut pas s'inquiéter avec ça. Il y a un truc aussi qui est un petit peu dommage, c'est Android 13, qui n'est pas la version la plus récente. On est rendu à 14, même 15 si vous êtes extrêmement pressé. Et on utilise, cela dit, une interface, une couche interface maison chez Motorola qui s'appelle MyUX, qui est assez minimaliste. Donc ça, c'est un plus, à mon avis, c'est on beurre moins épais par-dessus Android. Donc on a quelque chose qui fonctionne un peu mieux à ce niveau-là et qui va moins irriter avec les dédoublements de boutiques d'applications, d'icônes, de ci pis de ça, de suites bureautiques. Et donc, on évite de s'enfarger dans la surenchère visuelle et dans tous les gadgets additionnels qu'on fait souvent dans ces applications-là. Donc ça, je trouve ça assez bien. Vous les avez vus, il y a deux caméras. Ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes deux caméras à l'avant qui fonctionnent quand on rabat l'appareil, qui deviennent la caméra principale quand on le flippe et qu'on l'ouvre. Il y a aussi une petite caméra ici qui peut servir pour faire vous pouvez faire des selfies si vous voulez, mais qui sert surtout pour les appels vidéo, parce que pour les selfies, c'est plus facile de le laisser refermer et d'utiliser les deux gros objectifs. On a un appareil, l'objectif normal, je dirais, de 12 mégapixels, et un ultra grand angle de 13 mégapixels qui font des belles photos. Faut dire que sur Android, il y a beaucoup d'outils de retouche avec Google Photos, entre autres, qui permettent de retoucher numériquement des photos et de les améliorer. Évidemment, ce téléphone-là en profite, mais à la base, quand même, on a une belle luminosité, toujours, on ne va pas réinventer rien, mais les objectifs sont stabilisés. Il y a un stabilisateur optique dans les objectifs, ce qui fait que la photo est toujours relativement nette, et ensuite, on peut zoomer puis aller travailler avec l'intelligence artificielle
pour les améliorer. Donc ça, c'est assez bien. Et tout ça repose sur une batterie de 4000 mAh qui est, vu la... je sais pas où ils l'ont mis, parce que l'appareil est tellement étroit, est tellement petit, que c'est étonnant, mais ça donne une grosse journée d'utilisation. Je suis vraiment surpris, une bonne autonomie, et on a une recharge rapide de 45 watts qu'on appelle chez Motorola Turbo Power, qui vous donne une charge complète en 12 minutes. Donc sérieusement, aucun problème de gestion d'énergie, parce que si vous manquez de jus, vous vous branchez, 12 minutes après, vous avez le téléphone pleine charge. Donc vraiment, c'est pas le dernier cri en termes de processeur, en termes de logiciel, mais ça coche pas mal toutes les cases. Donc si vous cherchez un téléphone intermédiaire, vous voulez vous gratter un peu, il y a pire achat à faire que le Razer Plus. Un truc qui est le fun, l'endo c'est comme une espèce de petit Suède, comme un micro Suède un peu. Une cuillerette, au lieu d'être une espèce de plastique imitant le verre. Donc ça détonne et ça fait du bien aux doigts. C'est vraiment une belle... Il l'a en rose, mais il l'a aussi en d'autres couleurs. Bref, pensez-y, si vous magasinez un téléphone, c'est le temps des fêtes, c'est la période où le plus de téléphones se vend et s'achètent et s'échangent en ce moment. Donc, je vous dirais, considérez les appareils Motorola. Ils sont généralement moins chers, on a tendance à penser qu'ils sont moins bons, mais ils sont surprenants. Et celui-là, vu son prix, vu son format, je dirais, c'est pas un mauvais achat. Voilà. Ça a été dit. Très, très bonne idée. Puis comme moi aussi, j'abonde dans ton sens, les téléphones flip, de type flip, c'est tellement le fun d'avoir un téléphone petit dans sa poche. Ça peut être un combo. C'est plus... comment je te dirais, plus fonctionnel. C'est sûr que d'avoir un truc qui s'ouvre comme un livre, c'est plus aspirationnel, on rêve. Peut-être, ouais. Ça. Mais les téléphones qui s'ouvrent sont plus compacts et au quotidien, je trouve qu'ils sont plus pratiques. Voilà. Un mot sur le Z52 de Nikon que j'ai demandé avec un kit 16-50 mm, un objectif 16-50 mm, donc d'assez large à portrait, photo de rue, peut-être pas portrait, mais photo de rue, très, très compact. C'est un appareil qui est conçu, c'est la deuxième version de Z50, qui est conçu pour les créateurs de contenu. Comme ça, avec l'écran qui se déplace pour qu'on puisse se voir quand on prend des selfies avec un appareil photo. On ne parle plus de réflexe, on parle maintenant dans l'anglais, on dit mirrorless, là, mais je sais pas. Mirrorless, sans miroir, donc on prend des photos comme ça. Le truc qui est embêtant, c'est que quand t'es gaucher, c'est pas évident de tenir l'appareil. L'appareil, on dirait qu'il est conçu pour les droitiers. Fait que là, moi, je suis gaucher, j'essaie de tenir l'appareil à bout de bras, et là, t'essaies d'appuyer sur le bouton en même temps. J'ai fait échapper l'appareil. Évidemment, c'est pensé pour être mis sur un trépied. C'est impressionnant à quelle vitesse le focus sur l'œil se fait très rapidement. Tu as un mode gadget qui va faire que si tu montres quelque chose à la caméra, le focus se fait dessus automatiquement. Tu as un mode pour détecter les oiseaux, pour détecter les avions qui se spécialisent pour ça. Tu as des filtres qui peuvent permettre de prendre des photos un peu comme des filtres... plus stylisés, là. Ouais. Plus stylisé, un peu comme Instagram, là, effet nuage, effet automne, effet chaleur, dynamique, plus chaleur, plus rouge, plus. T'as plein de modes comme ça auxquels on peut accéder avec une petite molette. On tourne ça vite. J'ai trouvé ça particulier de prendre des photos avec un appareil qui n'est pas un téléphone. Qui n'est pas un téléphone. Ça fait de plusieurs années que j'allais en vacances avec simplement un téléphone. Tu sors ton téléphone, tu prends ta photo, ça donne quelque chose de très correct. Avec un appareil photo, tu dois démarrer l'appareil photo, tu dois enlever la petite capote protectrice sur l'objectif, tu dois déployer l'objectif, ça c'est pas automatique que ça se déploie. Et là, tu dois choisir ton mode. Moi, j'ai pris, je l'avoue, 99% de mes photos en mode automatique. Pourquoi pas? Oui. Parce que tu peux ajuster évidemment l'ouverture, tu peux mettre priorité à la vitesse et tout, mais là, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu dises, OK, d'accord, j'ajuste ma priorité de vitesse parce que je prends... Ou encore, tu choisis le mode sportif, le mode bébé, le mode animaux. Là, tu as plein de modes qui sont préprogrammés, qui vont ajuster pour avoir les meilleurs résultats possibles. J'ai pris des très belles photos, remarque. Très, très fun. Généralement, ce que ça fait, c'est qu'on se rend pas compte à quel point un objectif, un appareil photo qui n'est pas un objectif dans une caméra fait des photos pas mal plus nettes parce que le capteur est plus gros. Tout est plus
Euh, L'objectif, il y a plus de vraie lumière qui ouais, ben entre, c'est voilà. moins du traitement numérique de la photo, c'est plus la vraie Mhm. image qui est capturée plutôt qu'une photo traitée, même si avec les filtres, on s'approche de ce qu'on on fait du traitement d'image. Le truc que j'ai trouvé particulier, puis là, ça se peut que je dorme seul ce soir, c'est que j'ai prêté l'appareil à ma copine. J'ai dit, Oh prends des oh. photos de moi. Tu sais, tu prends des photos de ta blonde, là, t'es content de ce que ça donne. Tu dis, eh, tabarnouche, je me sens avoir des photos de moi comme ça. Ça n'a pas marché comme chose. Ah. Et tu dis, même mode, même réglage, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les photos que ma blonde a pris de moi, c'est pas Est-ce que terrible. t'es pas photogénique? Est-ce que c'est ça qui arrive? Je T'es beau pense bonhomme? que je suis naturel, Hmm. je suis pas si mal, mais les photos étaient floues, les photos étaient, écoute, il y a quelque chose qui marchait pas. Et je me Hmm. dis, si tu prêtes un téléphone à quelqu'un, habituellement les photos sont mal cadrées, les gens ont tendance Assez à souvent, prendre le ouais, assez sujet souvent, au effectivement. milieu. Mhm. Je comprends pas. Tu dis aux gens, non, mets le visage un peu plus haut, la règle des tiers. Ben Et oui, là, la on règle des tiers, parle de c'est visage assez au classique. milieu. Ben oui. T'as plein de plafonds, t'as plein de planchers, t'as la face au milieu. Les gens zooment beaucoup, beaucoup. Fait que c'est ça qui est flyé, c'est que tu prends un appareil, quand tu sais un peu comment ça fonctionne, quand tu veux prendre une photo, faut que tu sois, c'est quoi l'expression à la mode, faut que tu sois conscient de ce que tu fais. Tu fais pas Ah! juste prendre une photo sans réfléchir avec ton téléphone. Le nombre de madames que j'ai vues se prendre en selfie sur la plage, c'est l'horreur. T'es en vacances, là, 95% du monde, là, t'as une plage magnifique, t'as un coucher de soleil incroyable, le duck face, la photo, le selfie de la doudoune sur Faut être de sa son temps, chaise. Pascal. Mhm. C'est gênant, je sais, mais quand il y a des choses devant toi, montre qu'est-ce qu'il y a devant toi. Non, le selfie avec le petit regard coquin Voilà. et évidemment, enfin, je rechigne. Ouais. Fait que, est-ce que je recommanderais aux gens de passer à l'appareil photo? C'est un choix. Faut vraiment vouloir prendre des photos. Faut vraiment vouloir prendre le temps de se familiariser avec l'appareil. Ça devient à un moment donné très intuitif. Parce que là, tu n'as pas besoin de fouiller dans des réglages dans ton écran. Tu peux directement, avec des boutons, très rapidement ajuster. Tu peux préprogrammer certains réglages pour ce que tu veux. Ben, faut dire que s'il est relativement achetable, pour les gens qui ont une curiosité, c'est un bon point de départ parce qu'après, on a le Oui, boîtier, on peut rajouter un objectif. Tu peux mettre un téléobjectif là-dessus, un 100 mm par exemple. oui, Et là, oui, tu as quelque chose d'intéressant. oui, Tu peux acheter un meilleur flash si tu as besoin de faire de la photo dans oui. des endroits plus fermés. Mais il faut quand même acheter le boîtier de base et Là, voir si on s'en sert. Mais là, il faut savoir si ça coûte cher ou pas. ben c'est ça, c'est des coûts, c'est des coûts, c'est des coûts. Un objectif, c'est Mhm. 400, 500, 600 dollars. J'en ai déjà acheté un à 800 dollars. C'est cher le bon L'appareil, objectif. c'est ça, l'appareil de base, le Z52, qui est quand même pas l'entrée de gamme, est à 1450 avec Oh, l'objectif. quand même. Ah oui, ok. Ben là, Oh oui, voilà. Ah ouais, faut 1450 vouloir, là. avec l'objectif. Mhm. Ceux qui ont déjà des objectifs vont pouvoir savoir, vont vérifier s'ils sont compatibles avec l'appareil, vont pouvoir utiliser puis payer moins cher pour le boîtier seulement. Ouais. Mais c'est le prix d'un téléphone. C'est le prix d'un bon Ben voilà. téléphone. Mhm. Et ça, tu as toujours ça dans ta poche. C'est souvent ça qu'on dit en photographie. Le meilleur appareil photo, c'est tout le temps celui que tu as avec toi. Parce que si tu dois le sortir, le déployer, le Ben oui, remettre sur un tu rates trépied, l'action, ben oui. deux trucs le fun pour les créateurs de contenu, ceux qui veulent, c'est que tu as une prise pour un micro, tu as une prise aussi pour des écouteurs. Fait que si jamais tu filmes avec, on peut très bien filmer avec. Tu peux écouter si tu as des bruits de fond, tu peux écouter si le volume d'enregistrement est bon et tu peux brancher un micro. Donc, si tu as des micros sans fil ou un micro cravate, tu peux te filmer avec ça. Puis évidemment, tout est fait pour être mis sur un trépied devant toi. Puis là, tu peux faire ton contenu, hashtag contenu, autant que tu veux. Fait que j'aurais aimé l'utiliser plus, mais souvent, je partais, puis le temps de prendre la photo, quelque chose passait. J'avais pas le temps de sortir mon sac à dos, Ouais. sortir l'appareil, déployer le flash, démarrer, prendre la photo, remettre la photo dans le sac. Alors qu'un téléphone, ben, je sortais le téléphone, puis Fait qu'il faut avoir l'appareil photo et un téléphone, comme ça, t'es prêt à tout. Ben, c'est ça, c'est ça. Et j'ai eu beaucoup, Ouais. beaucoup de plaisir à l'utiliser. Tu as des modes qui permettent de transférer les photos en Wi-Fi directement dans ton téléphone pour les envoyer. Encore une fois, c'est une étape de plus. Si tu veux partager une photo vite, vite avec quelqu'un, tu le prends avec ton téléphone, il est directement dans ton téléphone, tu peux tout de suite le transférer. C'est une étape de plus. Je suis revenu de vacances, j'ai pris la carte mémoire, je l'ai mis dans mon ordinateur, j'ai Il faut transféré les transférer, photos. ben oui. Et là, tu fais le ménage de tes photos. C'est très, très... Mm. c'est une étape, mais c'est une belle expérience. Ben, faut vouloir, puis il faut avoir ce désir-là de faire ce genre de photos-là. Puis c'est un premier pas, mais les gens qui en plus ont la nostalgie, c'est comme revenir au vinyle. Là, c'est, ben, je revenais à l'argentique. Donc là, ça vous prend un appareil à film, idéalement un 35 mm. Là, tu dis, ben, je vais développer mes films.
Je veux dire, la pharmacie le fait, mais tant qu'à faire, je vais m'acheter une chambre noire. Mais là, on rentre dans une autre machine. Donc oui, effectivement, ça peut devenir un passe-temps, mais ça peut aller super loin dans le passe-temps. Donc, c'est plus le fun. Moi, j'ai commencé dans le métier en faisant de la photo. Et effectivement, je reviens au boîtier tout le temps, mais dans des situations très particulières. En vacances, quand tu le sais que tu vas prendre des photos, tu amènes ton appareil photo. Sinon, il est un peu superflu, effectivement. Oui, c'est un peu particulier, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. C'est vraiment le fun de voir où est-ce qu'on est rendu. Les photos sont très rapides, sont très belles, mais il va falloir travailler un peu plus pour obtenir quelque chose que tu vas faire « Oh wow, ça a valu la peine que j'apporte mon appareil. » Sinon, avec ton téléphone, tu vas prendre des photos très similaires. Très correct, ben oui. Que tu vas partager sur les réseaux sociaux, puis il n'y a personne qui va voir la différence. Mais j'ai réussi à prendre des belles photos de ma blonde et juste pour ça, j'étais content d'avoir le téléphone, pas le téléphone, d'avoir la caméra Z52 de Nikon. Voilà. Un objectif 16-50 mm. Ben merci Pascal. Voilà. Alors vous avez un petit palmarès de gadgets, là, si vous voulez. On en avait quelques-uns aussi la semaine dernière. Si vous cherchez des idées cadeaux pour Noël, allez revoir l'épisode de la semaine dernière aussi. Sinon, ça conclut l'épisode de cette semaine d'une tasse de tech. On va remercier nos partenaires, TELUS et Plan Hub. Vous savez, c'est le temps de l'année où les forfaits cellulaires se magasinent. Plan Hub a des bons conseils pour vous. On remercie les gens de C23 chez Cogeco Média, incluant Geoffroy Morin, qui est notre monteur officiel depuis quelques semaines, que je salue, qui fait du bon travail, qui récupère même des qualités sonores plutôt ordinaires, qui en fait des pas mal plus le fun, parce que la semaine dernière de Dubaï, j'ai eu beaucoup de misère à sortir un son décent, puis il a fait un peu plus de magie que moi. C'est sûr, il connaît ça plus que moi, il n'y a aucun doute. Pascal, écoute, c'est rare que je fais le générique de fin, mais je vais le faire. Pascal, on t'écoute ici, on va t'écouter pendant les fêtes au 98.5, c'est le matin. 25 le matin, habituellement c'est vers 8h45, 9h à peu près, chronique techno de Noël. Voilà, si vous vous levez tôt, moi je me lève, je vais essayer de t'écouter, c'est sûr. Voyons, 8h45, c'est si tard que ça? Ben, c'est les vacances, je sais pas, on peut dormir. Moi, je me lève. Écoute, je suis comme... 8h45, je suis réveillé à 7h, j'ai aucun stress, je me rends là de bonne humeur. Bon, ben excellent, et on va écouter ça, on peut te lire sur pascalforget.com bien sûr. Pour ma part, vous allez sur le site de la presse et je suis là, vous m'envoyez des courriels, déjà ils sont très nombreux, les gens qui m'envoient des courriels, continuez, j'aime ça. Je veux dire à ceux à qui j'ai pas répondu à date que des fois j'oublie de répondre, mais j'en lis beaucoup, puis je fais une méta-réponse à un seul lecteur, puis je suis comme « Ah non, il a fallu que je réponde à tout le monde d'un coup, ça c'est mon erreur, je suis désolé. » Mais sinon, ben écoutez, vous pouvez revisiter nos archives en vous abonnant, on les a beaucoup sur les sites des stations de Cogeco Média, 98.5fm.ca, entre autres dans la section balado, il y a toutes nos archives d'une tasse de tech, allez voir ça. Nous, on prend une énorme pause pour le temps des fêtes, donc on va aller se ressourcer, on va revenir en direct de Las Vegas au CES, j'ai l'impression, qui est l'espèce de gros show techno du début de janvier où on dégrise, je sais pas, où on regrise, parce que souvent c'est le prolongement des parties de Noël avec les collègues. Donc, on vous souhaite d'ici là de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, une bonne fin d'année 2024. Je ne sais pas comment a été votre début et votre milieu et votre troisième tiers d'année, mais la fin, on vous la souhaite très belle. Et on vous souhaite de commencer 2025 du bon pied. Nous, en tout cas, on va essayer de le faire à une tasse de tech. Et on espère que vous serez avec nous pour la suite à une tasse de tech. Salut tout le monde!